Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Bonjour, je suis Nicolas Dussaucy, formateur en yoga, et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous et de découvrir le portrait de Nicolas Dussaucy qui est installé. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'index qu'on dit aussi distinctement la première phrase d'accroche. Le bonjour, voilà, très minutieusement. Hein, Merci. Bonjour Nicolas. Merci, bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Je suis content de vous recevoir évidemment. C'est un honneur pour moi. On va partager ensemble votre parcours de vie et votre expertise. Formateur yoga. Oui. Mais un yoga particulier ? Alors, dans mon parcours de vie, j'ai eu l'occasion de pratiquer différents styles de yoga, posturaux, et qui ont attrait à la psychologie. Et donc, je suis actuellement formateur en yoga postural, et les projets à venir, c'est d'ouvrir des sessions de plus longue durée sur le travail de l'inconscient et de ce type de yoga plus psychologique et plus émotionnel. Le yoga postural, c'est le yoga classique. C'est celui qu'on a tous l'habitude de voir avec certaines positions, certains mouvements. Tout à fait. Ça. Et pourtant, ce n'est qu'une toute petite partie du yoga. On ne peut pas limiter le yoga à de la gymnastique énergétique. C'est souvent d'ailleurs le raccourci qu'on en fait. Trop souvent. Trop souvent, mais il faut bien commencer par le corps. Ouais. Il faut bien commencer par quelque chose de palpable. Pour notre esprit, c'est important d'être rassuré, de pouvoir toucher la matière. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Il y a souvent des réactions de gens qui nous disent « Oh là là, mais attendez, moi le yoga c'est pas pour moi, je ne suis pas souple. » Oui. On entend ça. Oui. C'est une des injonctions. Souvent. C'est celle qui revient le plus, c'est vrai Marc. Si on commence pas tel qu'on est, pour ça, McDo, ils sont forts, venez tel que vous êtes. Si on commence pas tel qu'on est, on commence jamais. Il y a toujours un prétexte, le mental, il va toujours bloquer des cas de fer et dire non, c'est pas pour moi, je suis pas souple. Il y a toujours une bonne raison, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai licorne ou je sais pas quoi. Voilà, donc, non, moi je viens du sport, donc je viens de la haltérophilie, de la musculation. J'ai fait les pompiers de Paris, donc la musculature, moi j'étais raide, je touchais pas mes pieds. Donc c'est pas parce qu'on touche pas ses pieds qu'on peut pas faire de yoga, il a bien fallu commencer. Ce yoga postural, d'abord il est adaptable, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Totalement adaptable. Qu'on soit en surpoids, qu'on ait eu des difficultés articulaires. Oui, parce que justement, on se fait une idée du yoga qu'on doit être souple justement pour pratiquer le yoga. Nous devons être souples, yoga égale souplesse, alors que ça, c'est se limiter à l'aspect corporel, à l'aspect des qualités physiques. Or, ce qui est le plus important, c'est la psyché. C'est les états de conscience. Le corps, lui, va disparaître, mais nous, on continue le chemin après. C'est là où on a des difficultés parfois à faire le lien avec justement la pratique du yoga
donc posturale, physique, et la psyché derrière. Comment expliquer ce lien? Alors, le lien entre le corps et l'esprit, il est assez simple en fait. Si on regarde une personne, on va voir quelle est cette personne par rapport à sa façon de bouger, sa morphologie. Et donc, le lien, il est là en fait. Le corps et l'esprit sont liés. C'est pour ça que j'ai appelé le nom de marque la vie du corps. Parce que le corps parle, et par rapport à ce qu'on voit de la personne, on sait à peu près qui elle est. On arrive à voir ce qu'elle est. Donc, le lien. Quand je pratique le yoga postural, une posture, le but, c'est pas seulement de sentir le corps, d'assouplir les muscles et les articulations. C'est d'observer le mental qui, lui, est en train de penser soit au passé, soit au futur. Parce que lui, il sait faire qu'une seule chose, c'est nous faire quitter le présent. Donc c'est ça, le lien entre le corps et l'esprit, c'est par le corps revenir à la conscience de l'ici et maintenant. Et ça, parfois, c'est une mécanique, ou en tout cas, ce sont des automatismes qui sont parfois très abstraits. Oui. Quand on ne pratique pas suffisamment, en tout cas. Ou quand on démarre. Quand on démarre, on vient faire de la gymnastique. On dit, je veux être plus souple, on a plein d'attentes. Je veux être plus souple, je veux être plus musclé, je veux être plus svelte, je veux être plus fit, je veux être plus zen, je veux être plus. Parce que le mental, il n'aime pas être moins. Mais en réalité, le yoga, c'est enlever des résistances, c'est enlever des couches et des couches et des couches. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est pas d'ajouter, mais d'enlever. Alors, ce que vous avez appelé, Nicolas, dans votre pratique, la pratique du yoga, vous l'avez appelé la thérapie védantique. Oui. Explication de texte. Explication de texte, j'y passe. Dans le yoga, il y a donc différents corps. Et ça, c'est l'état d'esprit védantique. Donc, védantique, c'est un courant philosophique hindouiste, parce que même si on est tout, et on est tous un, eh bien, on est obligé d'être incarné dans un endroit et de suivre une voie. Donc, le Vedanta, c'est un courant philosophique hindouiste. Ça, c'est la définition au départ. Mais je ne suis pas un swami. Je ne suis pas habillé en orange, même s'il y a le petit bracelet. Et en lévitation H24 sur un nuage, voilà, à manger des graines. À manger des graines ou à marcher sur des clous. Quoique je travaille avec une naturopathe quand même. Il ne faut pas être trop médisant. Alors, le yoga védantique, c'est un yoga spécifique qui s'occupe justement de la psyché, de tout ce qui est inconscient. Donc dans les corps, on a le corps physique, d'après cette philosophie védantique, on a le corps physiologique, énergétique. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, voilà. On a le corps émotionnel et mental, tenace, qu'on connaît bien, mais qu'on néglige souvent. On dit ouais, les émotions, c'est pas grave, alors que c'est un package qui fait partie de nous et c'est nos amis. Mais tant qu'elles prennent le dessus sur nous, on les refoule et elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. On a le corps de tranquillité. Quand on passe au-delà des émotions, je vous passe les détails, les noms sanscrits. Et on a le corps de béatitude. Pour faire simple, il y a 5 corps comme ça, d'après la philosophie védantique. Et le but du jeu, c'est d'apprendre à connaître ces corps, de traverser tout ce qu'on a à traverser pour arriver jusqu'à l'état de paix et de tranquillité, que je souhaite à tout le monde. Bah oui, évidemment. Et que vous êtes encore en recherche. Oui. Et je pense que c'est d'ailleurs le chemin d'une vie. Oui. J'imagine. Voire de plusieurs. Au minimum une vie. Oui. Et alors, on appelle ça, vous avez quand même mis, alors védantique, on a bien compris effectivement la genèse de cela, l'histoire et la pratique. Thérapie. Thérapie parce que pour travailler sur l'inconscient, vous avez déjà reçu des personnes qui travaillent sur l'inconscient en une séance, et puis après, le témoignage que j'ai entendu en écoutant l'émission, c'est je ne l'ai jamais revu. Pardon. Là, le travail qui est proposé dans cette thérapie-là, c'est que ça se déroule sous forme de séjour d'une semaine, et on prend le temps de plonger dans différents entretiens individuels au fur et à mesure de la semaine, des entretiens quotidiens, pour pouvoir travailler sur cet inconscient dans l'intimité et pouvoir ne pas perdre pied. Parce que quand on plonge dans différents états de conscience, quand on plonge sur des vies passées, sur la petite enfance, qu'on va chercher des traumas, qu'on revit des émotions refoulées pour les faire disparaître, eh bien, on a intérêt d'être encadré.
on a intérêt d'être coucouné, on a intérêt d'être là pour une semaine et puis de se sentir sécurisé. Donc ça, c'est en dehors de la pratique, j'allais dire, physique du yoga. Ça, c'est en dehors. En dehors. Mais dans ces séjours, il peut y avoir, bien sûr, yoga le matin, physique, voilà, ça, yoga le soir. On a besoin d'ancrage, quand même. On a besoin d'ancrage. Effectivement, ce n'est pas des séjours où on mange que des graines. Où on jeûne. On peut. Ça pourrait, mais le travail sur l'inconscient, c'est un peu éprouvant. Donc, il y a quand même des repas. Ceux qui se sentent de jeûner, ils jeûnent. Bien sûr, on ne va pas forcer les gens à manger, on n'est pas des oies. Mais voilà, il y a quand même des repas qui sont prévus. Donc, ça veut dire que votre approche dans cette thérapie védantique, c'est d'abord une approche sur tous les corps, émotionnel, physique, psychologique, psychique, etc. etc. C'est vraiment une approche dans sa globalité. Globalité, c'est holistique comme approche. Parce que pourquoi c'est intéressant d'avoir cette approche globale? Parce que si on s'en tient au corps physique, alors on peut faire de la gymnastique, ça suffit. Si on s'en tient au corps physiologique, eh bien, on peut faire quelques respirations, la cohérence cardiaque, et ça suffit. Si on s'en tient à la psyché, on va voir un psychothérapeute, et puis ça suffit. Et puis après, on est bien embêté parce qu'on tourne en boucle. Alors bon, là, on va peut-être pas aborder le thème ésotérique, mais il y en a qui savent bien faire pour nous faire tourner en boucle. Et donc, quand on a passé aussi ces caps de sortir des boucles, eh ben, on peut commencer ce travail sur l'inconscient, ce travail sur les différents corps. Et c'est beaucoup plus global parce que ça fait partie d'une philosophie globale. C'est pas juste un petit morceau. On est composé de tous ces corps, donc on doit en profiter pour explorer tous ces corps. Qu'est-ce que cette pratique a changé chez vous? Ah bah tout. Tout. Parce que j'étais... Vous démarrez de quoi pour en arriver là? Ah bah je démarre d'une enfance, comme beaucoup, difficile. Je peux pas dire par rapport à ma sensibilité que j'ai été séquestré sous un escalier. Je suis pas Harry Potter, mais quand même, quand on a un papa qui vous dit presque tous les jours qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'il est con. Alors on finit par le croire, ça s'engramme dans la petite enfance. Ça, c'est de la maltraitance. Hein. On arrive, oui, mais bon... C'est une maltraitance psychologique, oui, mais une maltraitance. Oui, absolument. Papa militaire. C'est ça. Ouais. Donc, il faut que ça soit carré. Je reviens dans 10 minutes, l'exercice est terminé. J'ai pas compris. Oui, mais lui, il ferme la porte, et puis quand il revient, qu'est-ce qu'il est con. Ça ne fait que valider sa croyance sur le fiston, qui n'est pas à la hauteur de ses attentes, de ses exigences. Donc vous vous construisez comme ça? Je me construis pas du tout comme ça. Ah oui. Pas du tout. On peut pas se construire là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, vous vous construisez avec ce mal-être-là et avec ce trauma-là, en fait. C'est pas une construction, c'est une ruine, le truc. C'est ça, c'est une déconstruction même. Ouais. Un enfant qui reçoit ça, comment est-ce qu'il peut être bien? Et de l'autre côté, la maman qui était à la DAS, alors que sa mère avait les moyens financiers et les capacités psychologiques de s'occuper d'elle. Donc, une maman qui est soit dans la surprotection, le biberon jusqu'à 8 ans au lit, je vous passe les détails. Aujourd'hui, j'ai une fille de 8 ans, ça fait 5 ans qu'elle boit plus le biberon, je veux dire. Bien sûr. Bon, donc j'étais en étau entre une grande rigidité et une grande surprotection, quoi. Wow. Il y avait les deux extrêmes. Wow. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est de pouvoir expérimenter les deux extrêmes. Avec le recul. Avec le recul. Avec le recul. Bien sûr, quand on est dedans, quand on a la tête dans le guidon, c'est dur, évidemment. Ouais. Donc, vous grandissez. Je grandis là-dessus, et puis le papa quitte le foyer familial, et à 12 ans, je me retrouve chargé de famille. Pas chargé de famille au sens financier, parce que les moyens font que la maman s'est remise à travailler, etc. Mais avant qu'elle se remette à travailler, elle rampait par terre pour me dire occupe-toi de moi, quoi, avec une tentative de suicide. Donc ça veut dire qu'à 12 ans, je m'occupe de ma mère, je m'occupe de ma sœur, je m'occupe de mon frère. Et puis, la vie est comme ça dans le moment. Donc sur l'instant, c'est dur. Sur l'instant, c'est dur, il n'y a pas de recul, on fait ce qu'on a à faire. Mais avec le recul, ça a permis de voir qu'il y avait une psyché de surcontrôlant. Une psyché de il faut tout contrôler parce que construit en ruine comme ça. Comment vous découvrez l'approche que vous enseignez aujourd'hui? Alors, suite à une blessure en sport, parce que je suis éducateur sportif,
je me suis dirigé vers le yoga. Parce que plus doux, parce que en questionnant l'univers, je me dis qu'est-ce que les humains faisaient avant la culture physique, avant le fitness, qu'est-ce qu'ils faisaient avant le moustachu sur les foires avec la grosse haltère. On avait le 19e siècle, on avait ça, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Et puis on m'apporte un flyer, l'univers répond, école de yoga, professeur de yoga, téléphone, machin, je commence à pratiquer. Elle ouvre son école de yoga, j'intègre l'école de yoga. Et puis dans cette école de yoga, il y a justement un enseignant, philosophie védantique, qui fait découvrir tout cet univers. Et la résonance. Résonance d'un univers qu'on ne connaît pas du tout. Moi, je viens pour le corps, pour les étirements, pour prendre soin de la santé physique, et je découvre tout l'aspect existentiel profond, l'aspect qu'il y a en soi. On découvre ça, je découvre ça quand j'ai une trentaine d'années, quoi. Donc voilà, 20 ans plus tard, je suis sur le canapé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'intégrer, j'allais dire, des sessions d'une semaine. Une semaine. Voilà, une semaine. Vous faites ça où? Alors, je fais ça là où on m'ouvre les portes. Okay. Ouais, c'est un grand appel. Si vous avez une grande maison avec plusieurs chambres, ouais. Un lieu, bénéficiez de cet enseignement. Et puis comme ça, les gens viennent. Il n'y a pas de pression financière. On peut se détendre. Tout le monde est bien. Combien de personnes? 6 maximum. Okay. On ne peut pas faire plus de 6 rendez-vous par jour. C'est pas humainement possible. Ça veut dire que alors c'est un accompagnement de groupe et en même temps, oui. C'est un travail individuel. Oui, il y a des rendez-vous. Il y a une approche individuelle. Oui. Ouais. Oui. Donc, alors justement, ça me permet d'introduire le sujet humain et divin. En nous, on a ce questionnement toujours, qui suis-je? Et celui-là, il m'a agrippé pendant de longues années. Parce que quand on commence en yoga avec le qui suis-je universel, je suis le tout, nous sommes tous un. Alors là, on l'entend ça. On pète un câble, on devient dingue, on prend des décisions dans la vie matérielle qui n'a aucun sens. Mais il y a le qui suis-je dans cette vie. Il y a le qui suis-je, pourquoi suis-je venu m'incarner? Qui suis-je en tant qu'humain? Et donc les deux cohabitent. C'est pour ça qu'on peut prendre du recul, parce qu'il y a le qui suis-je divin, ce que je porte en moi, dans mon cœur. Vous avez répondu à ces questions? C'est la fin du questionnement. C'est-à-dire, on a répondu quand il n'y a plus de questions. Ça veut dire que le chemin est encore long, alors? Le chemin, il prend la longueur qu'il doit prendre. On ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir l'attente du bout du chemin. Ce qui est intéressant, c'est justement le chemin, quoi. Alors, vous avez dit une phrase que j'ai retenue là tout à l'heure. Vous avez dit « J'ai questionné l'univers ». Oui. Ça veut dire que vous aviez déjà une approche spirituelle avant même de découvrir la pratique du yoga, les enseignements et notamment l'enseignement védantique? Je ne pense pas que ça soit ma première vie humaine. Donc, vraisemblablement, j'avais déjà ça en moi. Mais à ce moment-là, c'est instinctif. Je me dis, je me suis blessé, je commence tout juste mes études d'éducateur sportif, je suis mal barré. Si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les gens. Donc, c'est un élan du cœur. Alors, qu'est-ce qui est bon pour les gens? Comment les gens faisaient avant pour prendre soin d'eux? Mais quand on est dans le concret, dans la matière, questionner l'univers, ça passe par quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait de la méditation? Non. Vous avez cherché les réponses pour qu'elles vous arrivent de quelle manière? Simplement en prenant votre douche et en disant tiens, je me pose la question d'eux? Ouais, c'est-à-dire je lance la question, mais qu'est-ce que les gens faisaient pour prendre soin d'eux? Sans connaître... j'avais une petite idée que le yoga existait dans mon club de sport, dans le club de sport que je fréquentais. Il y avait une affiche à côté avec un yogi en slip dans la neige. J'avais dit ça, non merci, quoi. Bon, les extrêmes, j'ai déjà connu, donc moi, je veux pas aller vers ça. Et finalement, c'est un yoga Tummo. Aujourd'hui, c'est connu. Il y en a qui pratiquent. J'ai des amis qui ont fait l'école de yoga avec moi, qui sont spécialistes, qui font plonger les gens dans la neige ou dans l'eau à 6 degrés. Il y en a qui aiment ça. Moi, la douche froide me suffit largement. Hein. Ah oui, vous faites quand même? Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Ça, c'est... voilà, moi, je suis fasciné par ça aussi. C'est très facile. Ce que je ne fais pas, mais c'est très facile. C'est facile. Vous commencez par les jambes. J'ai bien compris. Okay. Après la nuque, qu'est-ce qu'on fait quand on va se baigner n'importe où? On mouille la nuque. Parce que là, il y a un puissant réseau énergétique. Ça, maintenant, je commence à le découvrir, parce que depuis 5 ans, j'étudie aussi la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on met le pommeau de douche sous la nuque. L'histoire, elle est réglée. Quand vous arrivez à 5 secondes, puis 10 secondes, 30 secondes, la douche froide n'a plus de secret pour vous.
Tout ça, c'est progressif. C'est-à-dire, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Mais si on a un peu de patience, on y arrive. Bien sûr. Et alors, lorsque vous cumulez ces pratiques-là, c'est-à-dire ces petits, c'est pas des exercices, mais ces automatismes-là de la douche, ces automatismes sans doute d'une alimentation que vous avez dû revoir. Complètement. Aussi. Complètement. C'est pour ça que je travaille avec une masseuse naturopathe aujourd'hui, parce que ça se complète. Oui. Ça se complète. On touche tout ce qu'on peut toucher à notre niveau. Plus la pratique du yoga. Plus la pratique du yoga. Il reste ensuite la psyché, la psycho. Eh ben c'est ça. J'ai des exemples, parce que je sais que vous allez me poser la question. Bien sûr. Bon, des exemples de personnes qui viennent et en une séance, on débloque un trauma de l'enfance. Parce que vous parlez effectivement de la libération émotionnelle. Eh ben oui. Le type, il est engrammé dans sa croyance que pour être un bon père, il faut une maison. Pourquoi ? Parce que son enfance, elle a été vécue heureuse pendant quelques mois avec son père dans une maison. Donc lui, il prend ça, il le garde, c'est des cases qu'on remplit quand on se construit en tant qu'enfant, et il souffre parce qu'il n'a pas de maison, parce qu'il vit en appartement avec ses enfants. Eh ben, en une séance, dans la semaine de séjour, on retire cette fausse croyance. Pour être un bon père, il faut juste être avec ses enfants. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'un château ou de quoi que ce soit. Ils ont juste besoin de la présence de leur père ou de leur mère, enfin, de leurs parents. Et puis, hop, la personne se libère et dit « Bah oui, je suis bien dans mon appart. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus, finalement ?» Et hop, une libération de psyché, une libération émotionnelle d'une souffrance qui tire depuis cette fausse croyance et qui tire l'énergie et qui plombe, quoi. Et quelle a été la pratique, justement, pour la libérer, cette fausse croyance ? Vous avez déjà reçu des invités qui pratiquent la même chose. C'est très simple. La personne est soit assise, soit allongée. Dans le travail sur l'inconscient, on est allongé et on voit ce qui vient. Ça part d'un ressenti corporel. Ça vient, il y a un nœud au ventre. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un nœud ici, il y a un nœud là. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis on tire, comme un petit chat. On tire la pelote de laine. Et là, la pelote, elle fait des fois des kilomètres, quoi. Donc c'est le début du travail. C'est ça, en fait. Et il y a un état particulier de la personne à ce moment-là ? La détente. Juste la détente ? La disponibilité. D'accord. Si on est disponible, on ressent... le corps parle, la vie du corps. Le corps parle, on ressent le corps à ce moment-là précis, dans l'instant, et puis hop, ça vient. Et c'est pour ça que moi, j'ai la chance d'avoir été curieux et de découvrir différents styles de yoga posturaux. Je pourrais donner des témoignages de travail avec le corps médical, des personnes qui ont des problèmes d'yeux, des glaucomes et tout ça. Et en pratiquant les auto-soins énergétiques, les postures de yoga, plusieurs fois par jour, on constate une baisse de la pression artérielle. Mais là, spécifiquement, c'est la détente qui amène au ressenti corporel, qui amène au début de la libération émotionnelle. Voilà, c'est une disponibilité. En fait, c'est très simple. Mais chez soi, on n'est pas forcément dans les conditions. On est pris par le téléphone, on est pris par les enfants, par le travail, on n'a pas le temps. Et puis, c'est des contextes. Là, on s'immerge et oui, on coupe le téléphone la semaine. Alors, c'est sûr. Vous donniez un exemple, effectivement, avec cette personne qui avait des glaucomes. Vous avez d'autres exemples significatifs d'un avant-après ? Oui, une personne qui avait une dépression. Une femme qui à chaque mois d'octobre, déprime parce que le manque de luminosité, les changements d'heure, enfin, la psyché, elle plonge. En enlevant des couches et des couches énergétiques avec les soins, on s'aperçoit que finalement, son père partait toujours à ce moment-là travailler pour des longues missions à travers le monde. Et donc, c'est associé. Ça vient souvent des vies passées ou de la petite enfance. C'est souvent le schéma classique. Et dès qu'on a retiré ces couches-là, la personne, elle revit. C'est octobre. Et alors ? Été indien. Tout va bien. Quand vous disiez, parce que c'est vrai que quand on vous écoute comme ça semble... c'est presque magique. Oui. Non, mais ça semble facile. Ouais, mais quand on vous regarde dans toutes vos émissions, ça paraît facile aussi d'animer des émissions comme ça. Pourtant, voilà, ça demande du taf, il y a de la production. Il y a des choses qui se passent, c'est sûr. Il y a des coulisses et tout ça. Mais quand vous parlez de soins énergétiques, oui. Le soin énergétique, par définition, il y a une action pour faire un soin. Oui, alors vous, il y a une intention. Ouais.
C'est une intention. Une intention. C'est une intention. On a tous du magnétisme. On frotte les mains et puis on peut toujours se faire du bien aux genoux, voilà, soi-même, à une personne. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un a besoin de réconfort. On pose la main sur le corps de la personne. C'est un échange énergétique. Tout est énergétique. Tout est vivant. Vu le nombre d'émissions que vous avez fait, vous le savez aussi bien que moi. Donc finalement, l'intention suffit. Si vous mettez la main pour dire t'inquiète, je vais t'avoir au prochain carrefour, l'énergie n'est pas la même que si je te souhaite de tout cœur que ça aille mieux. C'est un transfert d'énergie, mais l'énergie n'est pas la même. Donc c'est une intention. C'est une intention. Est-ce que comment est-ce qu'on pourrait réussir à évidemment, je sais qu'en général, les thérapeutes, les accompagnants de vie et autres n'aiment pas le mot convaincre, parce qu'on n'est pas là évidemment pour convaincre. Non, certainement pas. Mais ceux qui ont des doutes, ceux qu'il faudrait peut-être essayer pas de convaincre encore, même si ce mot revient chez moi régulièrement. Quel mot vous aimeriez leur dire pour qu'ils franchissent le pas? En fait, effectivement, j'ai pas envie de convaincre. Si la personne n'est pas appelée... Ouais. Et pourtant, souvent, ces personnes sont conscientes que ça ne va pas. Ouais. Et que sans doute une pratique et une approche comme celle que vous avez peut considérablement changer les choses. On doit en face, vous devez vous sentir rassuré. Si la personne invitée sur le canapé vous rassure, on peut commencer le travail. S'il n'y a pas une confiance, si on ne se sent pas en quelque sorte identifié, même si ce qu'on cherche dans ce travail-là, c'est à se désidentifier, évidemment, mais s'il n'y a pas une forme d'identification, une forme d'être rassuré, de se sentir en confiance, on ne peut pas commencer ce travail. Donc, c'est même pas la peine de baratiner. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Si ça passe, welcome. Sinon, y en a tellement d'autres, vous recevez tellement de personnes formidables, c'est génial. Et je pense même, aujourd'hui, avec le recul, qu'on est tous complémentaires. Toutes les approches, bien sûr, on ne peut pas tout faire. Les personnes ne peuvent pas passer leur vie à faire toutes les thérapies du monde. Mais c'est possible d'attaquer le taureau par les cornes d'un côté, puis finalement de passer par un autre taureau, et puis un autre taureau pour s'apercevoir qu'on est toréador. Voilà, c'est possible. On n'est pas obligé de se limiter à une forme de thérapie ou une approche. Justement parce que c'est bien peut-être pour certaines personnes de voir le problème au départ par différents angles pour trouver la solution. Donc si ça résonne, ok, c'est une question de conscience. Si c'est une approche d'ouvrir sa conscience et puis d'apprendre à se connaître et de se libérer qui résonne, il n'y a rien besoin de dire de plus finalement. Voilà, c'est... Alors, prenons l'exemple d'une semaine type avec vous, en immersion. Dans ces, vous appelez ça quoi, des stages, formations, des sessions, des... c'est une retraite. Une retraite, voilà, une retraite. Retraite à tout âge, hein. Spirituelle, yoga, etc. Une semaine type, c'est quoi? Une semaine type, on arrive avec son bagage émotionnel, on passe par le corps, on rencontre les uns les autres, on passe par le corps, il y a séance de yoga, les entretiens individuels commencent, donc on a un peu de temps libre parce que tout le monde ne passe pas en même temps, évidemment, et donc on a le temps de déballer son sac à dos. Il n'y a pas de discussion de groupe? Avant, après. Le matin, le soir, voilà. Et puis chaque jour, on approfondit. Sur une semaine, on peut, une fois qu'on a ouvert le sac à dos, qu'on a commencé à ouvrir le livre, ouvrir le cahier et voir ce qui se passe, alors on peut voir par rapport aux réactions corporelles ce vers quoi on va aller, garder des dossiers pour un prochain séjour, etc. Ou bien, si on peut, on fait tout dans la semaine, évidemment. Parce que ça, c'est l'idéal. Et ensuite, donc, chaque jour, on approfondit. Des ateliers de yoga. Voilà. Donc, au début, c'est initiatique, parce qu'on découvre cette approche. Donc, les différents piliers de cet enseignement, les 3 règles fondamentales, le changement. On change tout le temps, on n'est pas toujours en maternelle ou toujours au lycée. Puis aujourd'hui, on change beaucoup de jobs, donc le changement, il est tout le temps là. C'est ce que les bouddhistes appellent l'impermanence. Enfin, c'est des notions que psychologiquement on connaît, mais quand les choses changent, on n'est pas toujours d'accord. Comme si on pouvait jouer du piano qu'avec des touches blanches. C'est impossible. La différence, si on est 2, on est différent.
C'est-à-dire, il y a différentes constructions psychologiques. On le voit dans les tests MBTI, etc. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de tests qui existent. Les intelligences multiples, les natures multiples, enfin bon. Donc on voit que, justement, dans nos choix d'incarnation, on est différent parce qu'on a des choses différentes à faire. Donc, la différence et puis la neutralité. Notre problème, c'est la neutralité. Le plus gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à être neutre face à un fait. Un fait, j'ai un accident, oui, j'ai eu l'accident. Mais nous, on n'est pas comme ça. On est construit avec le « oh non, c'est pas possible ». Ah, ça, c'est la spécialiste en France, en plus, la spécialité française. « Oh, mais c'est pas possible !» Donc, ça, c'est tout sauf ce qui va nous aider à nous libérer. Ça veut dire que face à l'adversité, vous réagissez comment, vous? Eh ben, je dis pas que je le fais encore à chaque fois, parce que ça serait prétentieux de ma part. Mais c'est oui. C'est oui. L'assistant est pas là à l'heure. Bah c'est oui. Parce que sinon, on rajoute une couche, on rajoute une couche, on rajoute une couche. Et puis là, à la fin de la journée, pam, on explose. Et qui c'est qui prend le soir? Ça, c'est une leçon aussi. Mais c'est vrai que cet automatisme-là, il n'est pas inné. Chez très très peu de personnes. Ouais. Il y en a qui sont cool. Ils vont être là. Vous en recevez comme ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont cool et puis ils vous disent oui, oui, pas de problème et tout ça. Ouais. Bon, c'est des déprogrammations pour une reprogrammation. Quand il y a un bug dans l'ordinateur, bah, on va voir un informaticien et puis on remet tout à zéro, on met des antivirus et tout ça. C'est pareil dans notre psyché, il y a des bugs, il y a des cases qui manquent. Donc, pour que le Rubik's Cube il soit aligné, ça demande quelques tours de passe-passe quand même. Voilà. Je me demande toujours, quand on est un expert comme vous l'êtes dans votre domaine, je me demande toujours qu'est-ce qui vous reste encore à travailler aujourd'hui? La foi. Vous manquez de foi? On manque tous cruellement de foi. On manque tous cruellement de foi parce que comme on s'est construit tout seul, enfin, on a fait ce qu'on a pu pour se construire tout seul, c'est une illusion aussi. Je suis tout seul dans mon coin, personne ne m'aide, personne ne me comprend. L'enfant, il dit personne ne m'aime. C'est ça, en fait, le truc. Eh bien, la foi, quand on n'est pas éduqué là-dedans, ben c'est la plus grosse programmation parce que faire une demande à l'univers et que l'univers nous réponde, c'est une chose. Mais quand on découvre le monde ésotérique, je passe les détails, on envoie tout ça, tout ce petit monde vers Fabien, il fait très bien ce job. Fabien Lefebvre. Et bien... quand on a passé ce monde ésotérique, eh ben on arrive à reprendre son pouvoir. C'est ça en fait le truc, c'est que au début on donne le pouvoir à un thérapeute, un accompagnant, et puis au début c'est nécessaire parce qu'on se sent tout seul, on se sent petit, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Alors évidemment je souhaite à tout le monde de trouver des personnes de confiance, parce qu'il y a de tout, c'est comme partout. Si vous cherchez dans l'index ABC, vous êtes bien. C'est formidable. Vous êtes bien. Formidable, tout est dit. En tout cas, alors les prochaines sessions? Les prochaines sessions, il y en a en juin. À l'heure où on enregistre, on est au mois de mars. Ouais. Donc juin. Donc juin en Grèce, juillet au Portugal. Ok, donc vous allez à l'étranger. Ouais, okay, là où on m'invite. Okay. Si on m'invite, pourquoi dire non? Bien sûr, bien sûr. C'est oui. C'est oui, c'est oui. Puis il y en aura en France encore, août, septembre, il y en a tous les mois. Bon, on va mettre autour de la vidéo évidemment les liens pour que vous puissiez suivre l'actualité de Nicolas et faire en sorte que il y ait une date qui corresponde et un lieu qui corresponde à vos affinités, vos envies. J'imagine que vous choisissez évidemment des lieux magnifiques. L'univers conspire à notre réussite. Donc, ça veut dire que quand je suis invité, tout est mis en place pour que ça soit bon pour moi et pour les personnes qui viennent. Parce que si le cadre est appréciable, eh ben, la détente est au rendez-vous, la disponibilité est au rendez-vous et on peut plonger directement. Bon, alors plus d'excuses sur le je ne suis pas, c'est pas mon truc, le yoga c'est un truc de fille, le yoga c'est je suis pas souple, etc. Enfin, tout ça c'est fini, vous pouvez plus dire ça aujourd'hui parce que quelle que soit votre condition, quelle que soit la condition humaine, on adapte. Oui. Oui, je travaille avec des femmes enceintes, mon doyen en ce moment il a 97 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on traverse la Manche sans bras et sans jambes. C'est vrai. Philippe Croison, que l'on salue. Attendez, tout le reste, c'est du blabla, c'est des excuses. Le libre arbitre, on peut prendre 2 secondes pour en parler. Le libre arbitre, c'est le mental qui bloque.
c'est reculer pour mieux sauter. On ne peut pas échapper à son destin. Le libre arbitre, c'est une illusion. On peut choisir si on dit oui ou si on dit non à l'intérieur de soi. On peut se reprogrammer. On peut choisir ses pensées. Vous aviez encore un super atelier aussi en ce moment. Choisir ses pensées. Mais en fait, le libre arbitre, mais c'est oui à la vie. C'est oui à la vie. En vrai, quand il nous arrive quelque chose, comment on peut dire non? C'est stupide. Mais encore une fois, c'est pas dans le jugement de soi-même. Il s'agit plus d'être dans l'autocompassion que dans l'auto-jugement. Mais c'est oui. Il arrive un événement, c'est oui. Tout est résumé là-dedans. Et vous connaissez bien cette approche, puisque vous connaissez Colette Roumanoff. Voilà, elle et son mari Daniel. La maman de Catherine et de Anne. Ben voilà, donc les premiers qui ont été en Inde découvrir cette approche, c'est ça, c'est le oui. Tout se résume en un mot. Donc le oui, oui, oui à la vie. Sitôt qu'on bloque, bien sûr, si on se fait marcher dessus, oui, mais après on se dégage, on arrête de se faire marcher dessus. Je dis pas que aux femmes qui vivent des difficultés conjugales de rester parce que oui, je mérite ça. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que oui, c'est ça que je vis. Qu'est-ce que je peux faire pour changer de vie? Qu'est-ce que je peux me permettre? Où est-ce que je peux me réfugier? Mais oui, c'est ça que je vis. C'est une base. Bel enseignement et belle approche. On vous met autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Nicolas De Saucy et puis être à l'écoute de la vie du corps. La vie du corps. Hein? Oui. Ça, c'est important. Le corps nous parle. Le corps nous parle. Tous les messages sont contenus dans le corps. Quand on voit le travail qu'on fait en physique, en énergétique, en psyché, tout est à l'intérieur. Le monde intérieur existe. Il y a exister et il y a innister. C'est un mot que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que est-ce qu'on est obligé de se limiter juste à la vie extérieure, aux apparences? Non, on peut vivre une vie avec une belle voiture, une belle maison, si c'est notre vie, un studio et en trottinette, si c'est notre vie, et puis en même temps observer le monde intérieur. On peut innister pendant qu'on est sur cette terre et qu'on expérimente humainement. On peut vivre avec cet aspect divin profond en nous. Que vous avez. Les deux sont complémentaires. On l'a tous. On l'a tous. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Marc. Merci infiniment. Et on attend vos commentaires, bien entendu, vos partages. Et encore une fois, sous cette vidéo, vous avez l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Nicolas. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.